À présenter en quelques mots SOWI pour planter le décor, bien sûr, on l'évoquera tout le long de la conférence, mais déjà SOWI c'est quoi? Alors SOWI, c'est la nouvelle filiale d'EDF sur la maison connectée. Juste une petite question peut-être avant. Est-ce que ceux qui ont déjà entendu parler de SOWI ou vu une pub SOWI peuvent lever la main? D'accord. Ok. Merci. Donc on est SOW2E. On verra tout à l'heure. Voilà, SOWI, vous allez le voir. On a lancé l'offre mi-décembre dernier, donc c'est très récent effectivement, et on a eu notre première campagne média mi-mars. Donc on est tout nouveau. Donc c'est une filiale en fait qui vise à apporter une offre complète, à la fois d'une station connectée qui est celle-là, et d'un contrat gaz aujourd'hui. Demain, on va faire aussi l'électricité, qui permet à la fois de bien maîtriser et de bien gérer son énergie chez soi et d'avoir plus de confort. On en reparlera. Voilà, très bien. À vos côtés, Mathieu Caudriot. Bonjour Mathieu, vous êtes architecte, bonjour, spécialiste en domotique. Tout à fait. Voilà, donc ce qu'on peut dire, c'est que aujourd'hui, la domotique n'a plus rien à voir avec ce que c'était dans les années 80, 90. Aujourd'hui, elle retrouve un peu un nouvel élan, hein, avec un pilotage à distance avec toutes les applications. On va dire que la domotique a changé, a évolué dans le sens que maintenant on parle plus vraiment de domotique, surtout chez le particulier. On parle de maison connectée, d'où l'intérêt d'aujourd'hui. C'est de se dire qu'on est de plus en plus en raccord avec l'utilisateur. Et c'est ça l'optique d'aujourd'hui, c'est de se dire la domotique, c'était à la base un marché de niche, de luxe, qui concrètement n'était pas vié pour tout le monde. On les trouve dans les hôtels, on les trouve dans les grandes restaurations, mais pas forcément chez le particulier. Et donc l'objectif à l'heure d'aujourd'hui, c'est vraiment de développer chez le particulier et une offre adaptée et à tout le monde. Alors, tout à l'heure, en début de conférence, je parlais de différents termes qu'on entend un peu ici ou là, dans les médias, dans les communications des industriels. C'est quoi une maison intelligente? C'est quoi une smart home? Voilà. Alors, on peut mettre beaucoup de choses derrière ce terme-là. Hein. Smart home, c'est très générique. C'est tout ce qui permet effectivement à sa maison d'être plus intelligente et de rendre la vie plus facile à ses occupants. C'est quand même ça l'intérêt, avec des dimensions à la fois de maîtrise budgétaire. En tout cas, quand il s'agit d'énergie, il y a quand même toujours la question du budget, mais surtout une dimension de confort et de praticité, avec l'automatisation d'un certain nombre de choses. Donc, il y a toute la dimension automatisation. Qu'on se parle du pilotage du chauffage, des volets, des lumières, il y a plein de dimensions possibles. Il y a ce côté automatisation, et puis il y a le côté vraiment de services intelligents et de scénarios intelligents qu'on peut avoir. Alors moi je peux parler plus spécifiquement de ce qu'on fait avec SOWI, mais il y a tout un nombre de services intelligents qui peuvent être rendus en faisant en sorte, dans cet objet, il y a plein de choses, il y a plein de capteurs, il y a beaucoup d'intelligence, et donc ça permet, en connectant les données entre elles, quelque part, d'aller faire des choses plus intelligentes. Je cite juste un exemple. Par exemple, ici, on a un capteur de CO2, on a la qualité de l'air, et on peut aussi piloter, en mode absence, des ampoules connectées. Voilà, c'est deux services différents qui sont là-dedans. Mais si on les relie, par exemple, si on a un niveau de CO2 qui devient critique dans la pièce, les ampoules connectées peuvent clignoter pour prévenir ce genre de choses. Alors, en fait, si je dois résumer, c'est un pilotage global, en fait, de différentes solutions connectées, d'objets connectés, c'est ça? Mathieu, pour résumer un peu ce que... En résumé, pour faire simple, c'est de dire on automatise tout. Nombre de fonctions, voilà, comme elle l'a cité. Tout ce qui est volet roulant, c'est ce que vous avez chez vous de façon générale. Tout le monde se pose plus la question parce que c'est rentré dans les mœurs. Vous appuyez sur un bouton, le volet il descend tout simplement. C'est de se dire qu'à l'heure d'aujourd'hui, vous pouvez faire ça avec beaucoup de fonctions. Vous pouvez gérer l'éclairage, vous pouvez gérer le chauffage, vous pouvez gérer tout ce qui est vidéo, audio. Vous pouvez vraiment tout centraliser. Après, le fait, c'est vraiment d'aller plus loin et de coller à vos besoins. Et c'est ça qui fait que c'est intelligent. Et qu'est-ce qui est le plus demandé aujourd'hui de la part des particuliers comme service? C'est le chauffage, le confort thermique? Alors, les points importants, je dirais plutôt en termes de gamme, c'est tout ce qui concerne la sécurité et les économies d'énergie. C'est les deux gros points à l'heure d'aujourd'hui qui sont primordiaux et que tout le monde pose. Après, on peut répondre de plusieurs façons, mais vraiment les deux points, c'est sécurité et économie d'énergie. Voilà. Alors, on va planter le décor. On parle de SOWI, mais on va voir quelques images comme ça. Ça va illustrer un petit peu tous les sujets que nous allons aborder, donc, parce qu'on va rentrer dans le détail. Alors, SOWI, c'est quoi? Quelques secondes, donc, en images. Il n'y a pas de son? Non.
Donc, on le verra tout à l'heure. Voilà. Alors, donc, ce qu'on peut dire, c'est que c'est une solution entre le thermostat connecté, c'est ça, SOWI, si on veut, et un peu un assistant domotique. Alors, en quelques mots, déjà, en quoi SOWI c'est différent? C'est effectivement, il y a une station connectée, qui est cet objet connecté un peu central, mais qui est associé aujourd'hui à un contrat gaz et demain également à un contrat d'électricité. Donc nous, ce qu'on vend, c'est bien ce package des deux. On n'est pas spécifiquement un fabricant d'objets connectés. On a fabriqué cette station parce qu'on a voulu concevoir quelque chose d'assez spécifique, mais on n'a pas vocation à fabriquer plein d'objets connectés sur plein de choses. On travaille pour ça avec des partenaires. Et à la fois, on fournit le gaz. Pourquoi? Alors, et cette station, elle est très polyvalente, c'est-à-dire effectivement, elle a des fonctionnalités de thermostat connecté, mais elle fait beaucoup d'autres choses. On peut revenir. Qu'est-ce que c'est un thermostat connecté? Alors, un thermostat connecté, au départ, il y a plein d'offres différentes, mais ça nous permet de piloter notre chauffage de façon plus simple. Donc de mieux maîtriser ce chauffage. Donc un thermostat connecté, à la base, il doit permettre d'indiquer les plages de température qu'on veut à telle heure et telle heure et tel jour de la semaine. Et de pouvoir comme ça piloter de façon automatique son chauffage, sans se poser trop de questions. Nous, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Évidemment, avec l'appli, vous allez pouvoir rentrer vos plages de température. Il faut savoir si vous voulez 22 degrés de 8 heures le matin à 16 heures l'après-midi, puis 18 degrés parce que vous n'êtes pas là jusqu'à 19 heures, et puis à nouveau à 19 heures avoir 22, etc. Donc ça, vous le faites dans l'appli. La différence, enfin la facilité avec SOWI, vous le voyez ici, c'est qu'avec ces plages de température que vous avez rentrées, donc là j'ai demandé 19 la journée, 18,5 la nuit et 16,5 quand je suis au travail, par exemple. Avec ça, on est capable, nous, via nos algorithmes, avec les prévisions météo qu'on recueille, avec les consommations réelles que vous faites, avec les caractéristiques thermiques de votre logement, avec tout ça, on est capable de vous projeter le prix, le budget gaz que vous allez payer dans le mois. Donc vous voyez peut-être pas ici, mais on vous affiche 101 € pour ce mois-ci. Et on vous dit d'ailleurs, vous avez déjà consommé 51 € réellement. Alors comment on sait le réel? C'est qu'on a des petits capteurs qu'on colle sur les compteurs. Alors ici, sur le compteur gaz, et on a la même chose pour le compteur électrique, et qui permet toutes les 10 minutes de remonter votre consommation réelle. Du coup, vous avez votre projection, 101 € qui est projetée avec les prix de notre gaz. Et derrière, vous pouvez jouer en disant, bah non, moi je veux pas 19 la journée. Attendez, j'essaye de tout faire. Je veux plutôt 22, parce que je veux avoir chaud. Et là, on dit, ok, bah c'est plus 101, c'est 117 € le budget de ce mois-ci. Et à l'inverse, vous pouvez dire, bah non, attendez, moi je pilote par le budget, je veux pas payer 117 € ce mois-ci, je veux plutôt payer 107 €. Et là, ça vous réajuste automatiquement vos différentes températures pour que vous teniez le budget. Et ça vous le met en place automatiquement, vous n'avez rien d'autre à faire. Donc c'est extrêmement simple. Et après, de la même voilà. Ok. Bon. On va peut-être revoir le film, voilà, comme ça, après... Voilà, sur les thermostats connectés, la concurrence est quand même rude. En quoi vous vous distinguez des autres fabricants? Je cite au hasard Nest ou d'autres. Tout à fait. La différence, c'est que d'une part, on a ce pilotage par le budget. Ça, c'est vraiment l'innovation que vous avez proposée. Exactement. Ça, ça n'existe pas aujourd'hui, pouvoir piloter par le budget et justement, pour aller jusqu'au bout, retrouver ça dans sa facture à la fin du mois, dans sa facture gaz. Nous, comme on propose toute la chaîne, effectivement, du capteur qui est sur le compteur jusqu'à votre facture en fin de mois, vous maîtrisez votre consommation et vous savez exactement ce que vous payez. Et dans la facture gaz, vous pouvez choisir d'être facturé au réel, c'est-à-dire que chaque mois, vous paierez réellement ce que vous avez consommé. Ça veut dire plus de régularisation après, comme on peut avoir quand c'est des estimations. Ou bien vous pouvez choisir d'être lissé pour pouvoir lisser entre l'hiver et l'été la charge budgétaire.
Mathieu, sur les objets connectés, est-ce qu'il y a différentes qualités, enfin innovations sur les thermostats connectés? Il y a des grandes différences entre les produits ou pas? Ou est-ce que ça se ressemble? Ouais, il faut savoir qu'à l'heure d'aujourd'hui, la concurrence, on va dire, s'aligne à chaque fois, de plus en plus. Je parle pas des petits thermostats de base, mais toutes les grandes marques à l'heure d'aujourd'hui font à peu près la même chose. La qualité est identique. Voilà, après il y a des petits critères comme celui-ci qui fait que, vu que c'est un fournisseur, ça l'a de base, que les autres ne pourront jamais avoir, ce qui est normal, parce que ils sont pas distributeurs à la base. Donc ça, c'est vrai que c'est un critère qui est très important pour le client, de se dire, je paye vraiment combien, surtout qu'à l'heure d'aujourd'hui, tout le monde est vraiment sur le critère. Combien ça coûte à la fin du mois, il me reste tant, est-ce que j'ai assez, est-ce que je vais exploser ma facture ce mois-ci, il fait froid. C'est vrai que c'est un critère. Après, le fait qu'on soit connecté, le gérer à distance, on gère par l'application, je pense que vous en avez pas parlé, mais il faut le remettre en avant, c'est quelque chose qui est un critère important, de pouvoir gérer à distance. Parce que c'est le critère de se dire on part en vacances, on rentre chez soi, il fait 16 degrés et du coup on veut se dire quand on va arriver il faut qu'il fasse chaud. Et on peut le programmer pour que ça soit le cas. Et ça c'est un beau critère à mettre en avant parce que tout le monde le fait de plus en plus, mais c'est vraiment une qualité et un confort qu'il faut mettre en avant. Oui, complètement, oui, effectivement, avec le mode absence, on a un mode absence, nous, qui permet en un clic sur le bouton ou en un clic sur la page d'accueil de l'application, que vous avez vu rapidement dans le film, ça permet de baisser son chauffage automatiquement à la température d'absence qu'on a programmée. Si on dit qu'on veut avoir 11 degrés quand on est absent plusieurs jours, on a 11 degrés, et ça nous éteint aussi automatiquement les ampoules connectées quand on en a. Donc on part en vacances et on peut effectivement soit dire jusqu'à quand je pars, donc en disant voilà, je vais revenir à tel moment, donc ça va se mettre à chauffer avant mon arrivée, juste avant mon arrivée, pour qu'au moment où j'arrive, j'ai la température exacte que j'ai demandé, ou bien je peux choisir de le rétablir au moment où je le souhaite, si jamais je rentre avant ou si je rentre plus tard. Donc c'est extrêmement simple et effectivement, comme vous le disiez, l'application est très utile pour tout le pilotage à distance. Bien entendu, on a voulu nous avoir quand même un objet au domicile en estimant que ça pouvait servir à toute la famille, pas qu'aux porteurs de l'application. Et puis cette station donne pas mal d'informations un peu générales, on en reparlera aussi peut-être. Donc l'idée c'était d'avoir cet objet avec une interaction très très facile. Il est dans le salon et on le voit en permanence. Donc on passe devant, on n'a même pas besoin d'ouvrir quoi que ce soit et on voit combien il fait chez nous, quelle est la qualité de l'air, est-ce qu'il va pleuvoir dans les 3 heures, combien de temps je vais mettre à aller à mon bureau, toutes ces petites infos. Mais effectivement, l'application, elle est vitale, bien sûr, pour tout ce qui est pilotage à distance. J'ai oublié de vous dire, mais si vous avez des questions là sur ce qui vient d'être dit, n'hésitez pas, à tout moment, vous pouvez intervenir. Oui, monsieur. Oui, peut-être 2 questions. Une, est-ce que ça marche aussi avec du chauffage électrique? C'est EDF. Et deuxièmement, j'aimerais qu'on aborde peut-être plus tard le problème de la sécurité numérique, s'il y a des accès à distance, qu'on ne mette pas 70 degrés de chauffage à notre insu. Bon, c'est bien, vous posez mes questions. Donc, alors, pour résumer, vous avez dit que ce oui, ça marche avec un abonnement gaz pour l'instant, mais que l'électricité, c'était prévu courant 2017, si j'avais bien compris. Oui, ça, tout à fait. Alors, aujourd'hui, on ne pilote que le chauffage gaz, effectivement, le chauffage individuel gaz. Pourquoi pas l'électricité tout de suite, effectivement, on peut s'étonner? Parce qu'on a fait beaucoup de choses en moins d'un an et qu'on n'a pas pu tout faire en même temps et que les solutions étaient quand même plus matures, on va dire, sur la partie gaz. Donc aujourd'hui, on travaille sur la solution de pilotage du chauffage électrique et on espère pouvoir sortir début octobre. Début octobre, voilà, d'accord. 2017. Okay. Et ça sera au niveau des tarifs, ça reste à l'étude. C'est en cours. La grosse différence quand même avec le pilotage du chauffage électrique, c'est que là, on va être sur un pilotage pièce par pièce, puisqu'on est radiateur par radiateur sur le chauffage électrique. Donc c'est une vision quand même assez différente. Et là aussi, en termes de coût, aujourd'hui, on a quelque chose de centralisé. On a ça et la partie actionneur chaudière sur la chaudière. Demain, ce sera plutôt des modules sur chaque radiateur. Donc c'est un modèle un petit peu différent. Mais on essaye de rester dans les mêmes ordres de grandeur. Alors, deuxième question sur la sécurité. Sécurité des données personnelles? La sécurité de ces objets-là. Alors, l'accès numérique? Alors, mais dans toutes ces applis,
C'est ce que vous indiquiez, il y a des accès à distance pour régler la température, peut-être demain faire d'autres choses, peut-être interférer avec des problèmes de sécurité, ainsi de suite. Donc ma question, c'est, dans votre filiale, comment voyez-vous les problèmes de sécurité numérique et comment vous essayez d'anticiper les éventuelles intrusions, les éventuelles modifications de paramètres, ainsi de suite. Qu'est-ce qui se passe si on perd des mots de passe? Qu'est-ce qui se passe si... voilà. Est-ce qu'il y a des backups? Est-ce que tout ce qui est sécurité numérique au sens large? Alors effectivement, tout notre système d'information au sens large a été sécurisé au maximum. Alors on est une nouvelle filiale, mais on est une filiale d'EDF, donc forcément on porte aussi la responsabilité de l'image d'EDF, donc on a fait très attention à tous ces sujets de sécurité. Donc effectivement, on a fait des audits complets de sécurité et toutes les briques sont sécurisées, toutes les briques ont fait l'objet de tests d'intrusion, ont fait l'objet de vraiment d'audits poussés. L'application, l'ouverture de l'application, elle se fait par un identifiant, un mot de passe de façon extrêmement normale. Cet objet-là, cette station et notre plateforme IoT au sens large sont extrêmement bien sécurisées puisqu'elle ne peut pas être accédée de l'extérieur directement. En fait, elle n'a pas d'entrée vers elle, c'est elle qui va aller chercher les infos directement. Après, on a des mots de passe qui ne sont pas des mots de passe génériques. En fait, toutes les briques sont c'est pas moi la spécialiste sécurité chez moi, mais toutes les briques ont été vraiment... Toutes les données personnelles sont vraiment protégées. Tout à fait. Ça, c'est vraiment important. Ouais. Tout à fait. Évidemment, tout ce qui est données personnelles, on ne les revend pas, ni à des tiers, ni à des choses comme ça. Les données recueillies sont faites pour rendre les services pour l'utilisateur final. Et en parlant de sécurité, par exemple, une attaque d'un hacker, là on parle beaucoup d'attaques en ce moment. Est-ce que vous êtes prémunis contre ça? Oui, c'est tous les tests d'intrusion effectivement qu'on a pu faire sur nos différentes briques. Donc, et ce que je vous disais aussi même les sur la attaques station, mondiales. C'est-à-dire, alors la dernière attaque, en l'occurrence, c'était une faille de Windows, donc ça nous concerne pas. Ça ne concerne pas, mais par rapport, parce que la question nous a été beaucoup posée, par rapport à du hacking qu'on a pu avoir d'objets connectés, typiquement des caméras, ce qu'on a vu aux États-Unis il y a quelques mois. Nous, on ne peut pas rentrer sur notre station, en fait. C'est elle qui va chercher une information. Donc, typiquement, ce qui s'est passé avec les caméras connectées, ça ne peut pas nous arriver à nous. Alors, ça marche, ouais. Allez-y, madame. Merci. Je voudrais savoir concrètement qu'est-ce qu'il faut comme équipement pour pouvoir installer une station comme ça. Est-ce qu'il faut un accès Internet? Enfin, oui. Comment vous branchez-vous oui. sur la production de gaz, enfin l'eau chaude ou oui. C'est une bonne question. Oui, allez-y. Donc il faut avoir un chauffage individuel au gaz, évidemment, on l'a dit. Il faut avoir du Wi-Fi chez soi et il faut avoir un smartphone pour avoir l'appli. Pardon, attendez. Hors application, il faut quand même du Wi-Fi. Oui, Parce que s'il y a du Wi-Fi, il y a quand même possibilité de rentrer. Donc non, là... il faut. Alors on a une gateway en fait qui se branche. On a un petit relais qui se branche sur la box Internet. Voilà. Et en termes, alors, élargissons le propos sur l'installation. Quelqu'un peut le faire seul, quoi. Enfin, il n'y a pas besoin de. C'est important. Alors oui, nous, plus de la moitié de nos clients le font seuls aujourd'hui. En revanche, on propose l'installation parce qu'effectivement, aujourd'hui, installer tout ce qui est station, relais, les petits capteurs sur les compteurs, c'est extrêmement simple. Les capteurs, ils se collent. On a un pas à pas dans l'application qui permet d'aller doucement, de voir exactement comment faut coller le truc. J'avais une question sur les capteurs, justement. Enfin, c'est quoi ces petits capteurs? On peut les mettre n'importe où? Ils sont esthétiques? Ils sont, enfin... Ah non, alors... non, mais voilà, non, mais je vous pose la question. Non. Alors, ils sont là-dedans pour regarder la boîte. Ils sont pas particulièrement esthétiques, mais ils sont tout petits. Ils sont comme ça, avec un petit boîtier qui va avec. Et ils se collent sur le compteur d'électricité et sur le compteur de gaz. Donc, c'est des endroits qui, en général, de toute façon, sont plutôt cachés. Donc, on n'a pas de sujet d'esthétisme sur les capteurs. Je veux dire, ils sont assez discrets, quoi. Oui, parce que ça doit pouvoir se coller sur un compteur gaz. Il n'y a pas forcément énormément de place, mais voilà, ça c'est les capteurs. Après, la partie relais dont je vous parlais tout à l'heure et station, ça perd de façon très très simple, comme n'importe quel objet qu'on a perd. Et après, le plus délicat finalement, c'est d'aller poser l'actionneur chaudière sur la chaudière, parce qu'il faut quand même ouvrir le capot et connecter quelques fils. Donc pour ceux qui sont un peu bricoleurs et qui veulent le faire seuls, c'est plus de la moitié de nos clients, ils le font tout seuls. Pour les autres, nous on recommande plutôt une installation.
qu'on propose, nous chez SOWI. Donc on couvre pas tout le territoire, mais sur une majorité du territoire, on propose cette installation par un pro, de bout en bout, pour 60 € TTC. Ou bien, si le client nous achète la prestation de maintenance chaudière, puisqu'on propose aussi de la maintenance de chaudière, on offre l'installation. Mathieu, sur les installations, ça s'est beaucoup simplifié par rapport aux années 80-90. On va dire que le fait qu'il y ait de plus en plus d'électronique dans tous les systèmes fait que forcément tout change. Donc on n'est plus forcément dans le même système. Après, ça fait que forcément il y a plus d'électronique, donc c'est plus sophistiqué. Donc c'est plus fragile? Ça veut dire que, on va dire, ce qu'on appelle le vieillissement programmé existe. Donc c'est pas durable comme équipement? Ça veut dire que un vendeur a tout intérêt à vous faire acheter régulièrement. Parce que quelque chose qui dure 50 ans, vous n'allez jamais racheter quelque chose. Alors quelque chose qui dure 10 ans, 15 ans, forcément, il y a la nouvelle technologie qui va arriver, vous avez tout intérêt à l'acheter. Donc il y a aussi ça. Après, c'est pas forcément sur un système d'une chaudière. Sur tout système où il y a l'électronique à l'heure d'aujourd'hui, c'est ça le danger. C'est vrai que c'est un sujet, la durabilité quand même de ces équipements. C'est forcément un sujet. Il y a un sujet sur la durabilité de l'écran. Il y a un sujet sur la durabilité. Il y a un sujet sur les batteries aussi. Enfin, il y a effectivement des sujets. Après, nous, on n'est pas vraiment vendeur d'objets connectés par rapport à la remarque, et vous avez raison. Mais nous, clairement, oui, on peut être garanti. Enfin, je sais pas, on peut être. Nous, notre modèle, en fait, c'est de vendre un service global avec de l'énergie. Ce qui nous fait vivre, quelque part, c'est l'énergie, et c'est pas les marges qu'on peut tirer sur la vente de l'équipement. Pour nous, l'équipement, c'est un moyen de produire nos services et d'avoir un client satisfait du service au global et qui reste pour son contrat gaz ou son contrat d'électricité demain. Donc nous on n'a pas un modèle de fabricant d'objets connectés. Donc on a évidemment tout intérêt à ce que ça dure le plus longtemps possible. C'est pas forcément là-dessus qu'on gagne vraiment notre vie. Donc voilà. Donc pour nous la durabilité, c'est un sujet qu'on a pris en compte dans la conception, dans le choix des matériaux, etc. Après, ça reste effectivement des équipements électroniques, mais on souhaiterait que ça puisse durer le plus longtemps possible. On a répondu à votre question, madame, ou pas? Il y avait une autre question. D'abord, et puis monsieur après. Je voulais simplement faire part d'une expérience, à savoir que vous montrez un objet qui a l'air très très fluide de manipulation. Or, quand c'est à distance, justement, la connexion Wi-Fi est extrêmement importante, à la fois au domicile et à la fois à l'endroit où vous êtes. Et par expérience, on a un compteur d'eau connecté pour accéder à connaître le chiffre de consommation quotidienne. C'est une galère pas possible. On a eu une caméra, voilà, c'est même pas la peine. Une prise connectée, c'est pas la peine de le faire à distance. Et on a eu l'alarme, pareil. Il faut passer par de multiples codes, des numéros en succession. Enfin, ça prend 5 minutes avant éventuellement d'arriver chez vous. Donc ça, c'est un gros problème pour le connecter. Je suis complètement d'accord. Alors, deux réponses là-dessus. Nous, nos matériels sur la partie capteur-compteur, effectivement, les compteurs sont souvent un peu loin, typiquement, dans la maison. Pareil pour piloter la chaudière. Donc, nous, c'est pas le Wi-Fi qui nous permet de faire communiquer ces éléments, c'est des protocoles radio. Là, en l'occurrence, c'est le protocole X3D et qui permettent d'avoir une grande portée dans les bâtiments, même quand il y a des murs en béton, etc. Donc, bien sûr, en Wi-Fi, voilà. En Wi-Fi, ça ne serait pas possible. Effectivement, ça serait beaucoup plus compliqué, en tout cas, les problèmes de portée. Et après, l'autre point sur l'expérience utilisateur, qui est vraiment un sujet majeur dans la maison connectée. Il y a plusieurs freins aujourd'hui dans la maison connectée. Il y a le prix des objets, bien entendu. Il y a aussi la projection de l'usage, comment je vais utiliser ça, etc. Et puis, il y a la complexité perçue. Les gens se disent, oh là, ça va être une galère à installer, puis ça va être compliqué à utiliser, et j'y comprends rien. Donc, on n'a peut-être pas résolu tous les problèmes, mais on s'est penché dessus quand même assez longuement. On a beaucoup travaillé l'expérience utilisateur. Et je pourrais vous montrer avec plaisir après, si vous voulez, l'application et la station, parce qu'on a passé beaucoup de mois à travailler sur l'expérience client et à tester auprès de clients. Et typiquement, notre choix sur la station, c'est d'avoir un seul menu. Il y a 8 pictos sur la page d'accueil. Chaque picto quasiment est cliquable. Et sur chaque picto, il y a une page derrière. Et c'est tout. Il n'y a pas plein d'arborescence. Il n'y a pas...
il y a des pages N, la page d'accueil, et N-1, juste en dessous. Donc c'est très simple. On clique sur chaque thématique et on voit l'info tout de suite, en fait, en un clic. Il n'y a pas plusieurs clics. Et sur l'application, de la même façon, je pourrais vous montrer, il y a une grosse bulle avec la température intérieure. Je clique sur la bulle, je peux aller modifier directement ma température. Je passe en mode absence en un seul clic. On l'a souhaité le plus simple possible. Alors après, quand je rentre mes plages horaires de chaque jour, de machin, c'est toujours forcément un peu plus compliqué, mais on a fait très attention à l'expérience utilisateur parce qu'on sait que c'est un frein aujourd'hui. Mathieu, qu'est-ce qu'on peut dire sur les différents problèmes rencontrés par madame? Alors, est-ce qu'on peut se prémunir? Est-ce qu'on peut, alors moi, j'aurais une question pour rebondir. Est-ce que c'était des systèmes indépendants chacun ou centralisés? Voilà. Parce que ça, c'est important et ça change la donne. Voilà. Attendez. Pour ce qui est de la prise connectée de l'alarme, il y avait une puce GSM pilotable à distance, parce qu'il faut mettre aussi une puce GSM. Oui. Le compteur d'eau, c'est celui qui nous est imposé, avec l'appli, je dirais même pas l'application, parce qu'ils n'ont même pas fait d'application chez Suez. Ils ont juste, on va sur le site, mais ça, ça marche une fois sur 3. Et nous, on contrôle beaucoup. Et puis, il y avait une troisième chose, je ne sais plus laquelle c'était. C'était la caméra, une caméra pilotable à distance aussi. Elle était à la poubelle, hein, parce que à distance, ça marche pas. Ça sert à rien, en fait. Donc, d'accord. Et c'était une bonne marque. C'était une bonne marque. D'accord. Bon, on citera pas les marques. Il y a pas. Mais en tout cas, ce qu'il faut savoir, c'est que dès qu'on a plusieurs objets différents, les uns indépendants des autres, la seule problématique, c'est déjà ça communique pas ensemble. Donc déjà, on peut pas relier d'informations. C'est vraiment, vous liez une caméra, vous liez une prise. Donc tout est indépendant déjà, premièrement. Deuxièmement, forcément, c'est-à-dire que chacun a son mode opératoire, donc chaque application différente. Donc c'est-à-dire que si vous avez 15 objets et 15 applications, vous allez me dire, oui, ça commence à être un peu rébarbatif et il faut que je comprenne à les utiliser toutes, ce qui est déjà très compliqué. Donc là, on a vraiment un problème de communication parce qu'à l'heure d'aujourd'hui, chaque système est différent et chaque système communique différent. Après, le problématique, c'est que oui, dès que vous sortez de chez vous, c'est le téléphone. Et le téléphone, c'est pas le réseau du produit connecté qui va faire que votre téléphone marche. Si vous êtes chez SFR, si vous êtes chez Bouygues, c'est chez eux que ça dépend. Parce que c'est eux qui vous donnent le service d'avoir Internet. Donc là, c'est vraiment encore un autre système et c'est ça la problématique d'aujourd'hui. C'est de se dire que c'est une globalité. Après, vous en voulez à un produit ou à un autre, mais si ça se trouve, c'est juste parce que votre Internet, vous avez une zone qui est mal desservie en fait. Donc après, ça dépend vraiment de la communication. Après, je connais pas les produits, donc je peux pas vous dire en particulier. Mais après, ce qu'il faut savoir, c'est que ça dépend aussi de la qualité du produit acheté. Si c'est un produit dans la grande distribution à pas cher, faut pas s'étonner si ça a pas une durée de vie très grande et que c'est pas une sophistication très compliquée. Il y a vraiment des choses qui font que donc il faut savoir sur des marques connues, EDF et d'autres fabricants, c'est ça, c'est important. Il faut, oui, on a une gage de garantie. Et ça c'est important parce que concrètement, quand on achète un système, certes, il faut qu'il marche, ça c'est la fonction principale, mais il faut surtout qu'il dure dans le temps et il faut qu'on puisse l'utiliser. Et ça c'est important parce qu'à l'heure d'aujourd'hui, acheter un système indépendant, si c'est juste pour une fonction, ça a un intérêt. Si c'est pour deux fonctions, il faut vraiment automatiser l'ensemble qu'on puisse tout gérer. Parce qu'avoir 15 applis sur son téléphone, vous allez me dire très vite, j'utiliserai jamais. Et c'est compréhensible. Tiffen, vous parliez d'un protocole, c'est important. Qu'est-ce qu'il faut savoir en termes de protocole, etc., pour l'interopérabilité des appareils? Alors, là, on va dire que... Qu'est-ce qu'il faut savoir, en clair, pour donner quelques données Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'heure d'aujourd'hui, chacun développe son système. Il n'y a pas... à la base, on avait sorti le système KNX qui permettait, c'était la base de tout. Après, le problème, c'est que beaucoup de partenaires de grandes marques ont essayé de développer leur système sur la base du KNX, mais après de verrouiller. C'est-à-dire qu'ils s'engagent, par exemple, c'est une personne qui va s'occuper des volets roulants, pour ne pas le citer, et qui va s'entourer de partenaires pour répondre à toutes les solutions et avoir la globalité des services qu'on peut avoir dans une maison. Exactement. Ça, c'est intéressant, mais ça veut dire que vous êtes bloqué à acheter les produits des partenaires, tout simplement. Et beaucoup, de plus en plus, le font. Ce qu'ils ont intérêt, c'est pour verrouiller aussi le système. Mais bon, ça, c'est un inconvénient, c'est d'acheter les produits. Donc il faut être vigilant par rapport à ça. Oui, après, il n'y a pas vraiment de solution miracle. Il n'y a pas aujourd'hui beaucoup de systèmes qui sont ouverts, qui permettent de se dire, oui, est-ce que je peux interférer? Si vous n'avez pas le même système, faire des passerelles pour passer entre les systèmes, c'est très compliqué à l'heure d'aujourd'hui, voire incompatible, quoi. Rappelez le protocole, Tiffen. C'est le protocole X3D, qui est le protocole de Deltador, qui est un de nos partenaires.
qui a un stand ici d'ailleurs. Donc voilà, c'est le choix qu'on a fait, puisqu'effectivement il n'y a pas de standard aujourd'hui, hein, comme vous le disiez. Donc on a fait ce choix-là parce que Deltador, c'est quand même un gros acteur de la maison connectée. Alors, ils sont pas forcément hyper connus du grand public, mais ils vendent quand même beaucoup. Ils commencent à l'être. Ils sont présents sur le salon. Exactement. Ce protocole était très robuste. Ils ont quand même tout un écosystème de partenaires, de chauffagistes, notamment compatibles avec ce protocole-là. Et puis voilà, il fonctionnait extrêmement bien. On avait besoin de quelque chose de robuste et prêt immédiatement. Donc voilà. Alors après, effectivement, on peut passer outre ces protocoles quand on veut s'interfacer avec des fabricants d'objets connectés qui ont d'autres protocoles. C'est ce qu'on fait par exemple avec les ampoules Philips Hue. On passe en fait en cloud to cloud, on passe par API. Donc c'est moins natif, c'est moins pratique et ça demande un peu de boulot de part et d'autre. Et puis voilà, mais c'est possible. Donc en attendant qu'il y ait des standards un peu plus forts sur le marché, on peut toujours passer des partenariats pour piloter d'autres objets connectés, même si on n'est pas sur les mêmes protocoles. Donc là, c'est ce que vous faites, vous, fait, petit ouais. à petit. Par exemple, citer quelques marques, en gros, dans quel domaine on peut se relier, avec quel objet connecté? Là, aujourd'hui, on a fait un premier partenariat avec Philips Hue pour les ampoules connectées. Et voilà, ce qu'on essaye de faire, outre le fait de permettre le pilotage via le mode absence des ampoules, on essaye de créer des scénarios intelligents par-dessus ça. Avec, par exemple, quand on passe en mode absence, aujourd'hui, je pars quelques jours, je clique, je me mets en mode absence, ça m'éteint mes lumières, ça me baisse mon chauffage. Et si je l'ai demandé, ça peut chaque soir, aléatoirement, rallumer mes ampoules pendant 1 heure de façon aléatoire pour simuler ma présence. Voilà, c'est le genre de choses qu'on essaye de faire pour effectivement ajouter de la valeur à ces briques-là. Et aujourd'hui, on discute avec pas mal d'autres partenaires potentiels objets connectés. Alors ça demande un peu de temps de notre côté aussi, mais on discute avec plein de grandes marques qui ont des objets connectés qui pourraient être pilotables. Avec Je pense à l'électroménager. Il y a beaucoup aujourd'hui d'innovations. On discute aussi. Voilà. Donc il y aura la possibilité de se relier. Tout à fait. Après, il faut voir que dans les discussions qu'on a avec ces fabricants d'objets connectés, tout le monde n'est pas encore vraiment prêt. Donc typiquement sur l'électroménager, on commence à avoir des modèles connectés, mais par exemple les API sont pas vraiment prêtes, ce qui nous permettent de nous interfacer. Donc tout ça va demander encore quelques mois, mais effectivement c'est ce qu'on est en train de travailler. Et en termes de sécurité, vous l'avez dit, Mathieu, c'est un sujet qui est très prisé. Il y a beaucoup d'objets connectés dans ce domaine, des caméras et autres. Vous y travaillez aussi avec les fabricants de sécurité? Vous avez des choses Alors pour le moment non. Parce que c'est quand même. C'est effectivement, c'est exactement ce que dit Mathieu. C'est-à-dire il y a 2 grands sujets, c'est la sécurité et la maîtrise de l'énergie. Et vous n'y êtes pas. Enfin, pas tout. Enfin, alors chaque chose en son temps, c'est-à-dire qu'effectivement nous, quelque part, la légitimité du groupe EDF, c'était quand même l'énergie. C'est aussi le modèle qu'on a choisi en bundle avec du gaz ou bientôt de l'électricité. Donc effectivement, notre focus, il était d'abord sur la maîtrise de l'énergie chez soi et plus largement le confort, puisqu'on est allé sur de la qualité de l'air, des infos pratiques, le pilotage des ampoules, etc. La verticale sécurité, on sait que c'est une verticale importante. Pourquoi pas demain en partenariat, parce que notre vocation c'est pas d'aller se mettre à fabriquer des caméras, c'est pas notre cœur de métier. Mais pourquoi pas, si on pense que ça peut avoir de la valeur, c'est possible, mais c'est pas dans nos priorités là sur 2017. D'accord. Et pardon, dans les usages aussi, j'en ai pas parlé avant, on a sorti le 4 mai notre offre de bornes de recharge de véhicules électriques. Alors ça reste encore un petit marché effectivement, hein, mais pour les possesseurs de véhicules électriques, on propose d'acheter une borne connectée avec la station. Et on propose de l'installer là encore, et la station du coup nous permet de piloter la recharge depuis son salon. On peut mettre on ou off sur la recharge, on peut voir si la recharge est en cours, terminée, s'il y a un problème, on peut voir combien nous a coûté en euros la dernière recharge et combien nous a coûté sur le mois le rechargement de notre véhicule électrique. C'est le genre d'information qu'on permet aussi. Il y avait une question, vous monsieur? C'était oui. Bon après. Vous parlez d'expérience utilisateur. J'aimerais connaître votre avis sur le long terme. Est-ce qu'il n'y a pas un effet gadget sur ces effets de mode d'objets connectés? Parce que effectivement, on parle d'un concept qui est intéressant, mais est-ce qu'une fois le désir, enfin la surprise passée, est-ce que vous avez vraiment un usage prolongé de l'objet, quoi?
c'est un truc qui prend la poussière, comme pas mal d'objets connectés qui aujourd'hui c'est ce qui se passe quoi. Alors oui, c'est un risque effectivement. C'est aussi pour ça qu'on a voulu un objet avec un afficheur et avec un certain nombre d'informations du quotidien en fait, parce qu'effectivement, je suis d'accord. L'enjeu, c'est de pouvoir interagir avec l'utilisateur au quotidien. Si effectivement, le pilotage du chauffage est quand même quelque chose d'assez. On n'est pas dans la brosse à dents connectée là. On n'est pas dans la brosse à dents non, mais connectée. Voilà, c'est quand même une fonction. Donc le pilotage du chauffage, après, il n'est pas quotidien, mais on voit à l'usage, en tout cas dans ceux qui utilisent, que on déroge souvent au planning. On a mis un planning, mais tiens, on rentre plus tôt. Il y a quelqu'un, un coup de molette, on met plus chaud ou plus froid. On a ce pilotage des ampoules à travers le mode absence. On a la qualité de l'air où on va quand même mesurer régulièrement. On va voir, on n'a même pas besoin de faire une action en fait. C'est ça qui est important, c'est que c'est sur le buffet du salon, on passe devant, on se dit ah tiens mince, la qualité de l'air elle est vraiment mauvaise, le smiley fait la tronche et là on va pouvoir aller cliquer dessus, voir les niveaux et voir les conseils aussi. Donc ça c'est plus des choses du quotidien comme la météo, le risque de pluie, etc. Et puis là encore le suivi de ces consos, là ça dépend un peu des clients, entre ceux qui s'en préoccupent pas et puis ceux qui veulent vraiment maîtriser. On peut suivre ces consos heure par heure en euros ou en kilowattheure et avoir une meilleure maîtrise. Donc l'interaction, effectivement, on a trop peu de recul nous aujourd'hui pour vous dire ça peut pas prendre la poussière parce que c'est trop récent. On a nos expériences à nous puisque depuis le début, moi je l'ai chez moi depuis le début et les équipes également, on interagit quand même au quotidien, mais peut-être qu'on n'est pas représentatif. Non. Mais peut-être Mathieu, pour aller dans le sens de monsieur, effectivement, aujourd'hui on se retrouve avec une avalanche d'objets connectés, tous les fabricants sortent des objets connectés et certains s'apparentent à des gadgets. Effectivement, il faut séparer un peu le grain de livret avec des vraies fonctions, piloter le chauffage, la sécurité et puis un tas de gadgets. Ouais, tout à fait, vous l'avez très bien dit directement dans la question. En fait, c'est simple, c'est l'utilité que vous en faites. C'est-à-dire si vous achetez un objet connecté parce que c'est l'aspect, c'est nouveau, c'est amusant, c'est pas pour ça qu'il faut l'acheter. Il faut l'acheter parce que vous avez un besoin. Là, l'objet, il a un besoin, il a une réelle nécessité, c'est de dire je gère mon chauffage. C'est-à-dire que ça sera jamais un gadget parce que vous gérez tous les jours votre chauffage. Attendez, ouais, micro. Si vous parlez de besoin, et oui. Si j'ai un besoin, alors dans ce cas-là, pour recadrer ma question, ce serait dire quelle est la satisfaction de vos clients vis-à-vis de l'objet. C'est surtout ça en fait qui est intéressant à savoir sur l'élément, si vous avez des retours là-dessus. Alors moi je peux pas vous dire parce que c'est pas mon produit, mais en tout cas sur les produits de façon générale, c'est dire quand vous achetez quelque chose, c'est pour une fonction. C'est ça qui est important. Parce que c'est vrai que tous les objets à l'heure d'aujourd'hui, tout peut être connecté. On a bien dit, la brosse à dents peut être connectée. Bon, je suis pas sûr que ça a un grand intérêt. La fonction principale, c'est de se brosser les dents. Ça, après savoir qu'on s'est brossé les dents 5 minutes, bon, vous allez vous amuser, mais au bout d'un moment, ça vous intéresse plus. C'est normal parce que il y a pas d'intérêt. C'est vraiment dire ce que vous avez l'utilité tous les jours. C'est ça qui est important. Ce que je peux ajouter là-dessus, c'est qu'on a voulu rendre un certain nombre de services du quotidien. Donc peut-être que certains n'intéresseront pas les clients et que d'autres les intéresseront. Alors toute la partie d'ailleurs service du quotidien, c'est vraiment au choix du client parmi une liste sur l'appli. Donc c'est personnalisable et c'est évidemment évolutif, c'est-à-dire que cette station, elle se met à jour à distance et tous les mois on rajoute des petits services, des fonctionnalités, etc. qui viennent enrichir. Et ça, on le fait aussi en fonction des retours clients. On connaît pas encore tous les besoins. C'est vrai que sur la maison connectée, c'est très difficile de projeter les besoins réels. Et donc, on est extrêmement à l'écoute de notre communauté pour comprendre quels sont les besoins et aller développer les services qui vont bien autour de ça. Donc, et ce qu'on est en train de faire aussi, c'est qu'on est en train de taguer les différentes pages de l'appli, les différents pictos de la station pour justement savoir quelle est la fréquence de visite des clients sur telle fonctionnalité de l'appli ou sur tel picto de la station pour comprendre ce qu'ils font souvent, ce qu'ils font pas souvent. Et puis, pour pouvoir aussi aller développer de nouveaux services qui les intéresseraient plus. Donc là, on est sur le sujet, par exemple, de la pollution de l'air extérieur. On a vu que c'était un besoin qui ressortait pas mal, de connaître la qualité de l'air extérieur. Donc ça fait partie des choses qu'on enrichit tous les mois et qu'on pousse directement. Sur l'air intérieur, on peut avec SOWI, c'est ça? Oui, sur l'air intérieur, il y a bien deux sujets. Hein, l'air intérieur qu'on a chez soi et après la pollution extérieure dans sa zone, on va dire. Mais sur l'air intérieur, on a des capteurs dans cette station
on a un capteur de CO2, on a un capteur d'humidité, on a évidemment un capteur de température, on a aussi un capteur de bruit. D'ailleurs, il y a ces 4 capteurs. Et donc, je peux aller voir. Alors ici, je vois le smiley sourit, donc la qualité de l'air est bonne. Et je peux aller mettre ça dans n'importe quelle pièce de ma maison. Je vais mettre ça dans la chambre de mes enfants, et puis je vais voir si la qualité de l'air est bonne. Et après, je peux aller cliquer dessus. Et là, je vois le niveau de CO2, le niveau d'humidité, et puis surtout le conseil qui va avec, parce que ça parle pas à tout le monde le niveau de CO2 et d'humidité. Donc, je peux voir si c'est bien ou pas via le smiley, et quel est le conseil qu'on peut me donner par rapport à cette situation. Et après, sur l'appli, je retrouve la même chose, mais en plus, c'est historisé à pas d'une demi-heure, donc je peux voir tout l'historique de ces capteurs-là, demi-heure par demi-heure. Très bien. Monsieur. Merci. Tout à l'heure, oui, en fait, je voulais poser une question sur quand on a abordé le point de la durabilité du produit. Alors, j'imagine que les équipements sont à acheter. Est-ce que vous n'êtes pas posé la question aussi plutôt d'un service incluant la fourniture des équipements, donc en location, avec une sécurité éventuellement pour vérifier si ça marche ou si ça ne marche pas par des retours CPL ou des choses comme ça, puisque vous avez le réseau électrique. Et puis, j'avais une autre question, alors vraiment très basique, c'est est-ce que dans votre prestation, puisque vous incluez une prestation de gaz et d'électricité, est-ce que vous avez des tarifs préférentiels? Alors rapidement, le temps passe. Oui, rapidement. Ouais. Donc effectivement, sur la partie gaz et électricité, pour répondre à la dernière question, on a des tarifs, on est notre propre fournisseur, hein, donc c'est pas aujourd'hui on ne fait que le gaz, l'électricité ça va arriver dans quelques temps, mais c'est le gaz et l'électricité SOWI et pas le gaz EDF ou l'électricité EDF. Donc on fixe nos propres tarifs effectivement tous les mois, comme les autres fournisseurs. On a essayé d'avoir une offre compétitive effectivement, donc on est plutôt un peu en dessous du tarif réglementé. J'avais une petite question entre parenthèses. Est-ce qu'on peut se connecter avec d'autres fournisseurs d'énergie? Alors cette station, elle peut être vendue seule, c'est-à-dire sans contrat gaz SOWI ou sans contrat d'électricité demain. On la vend seule. Elle est vendue 379 € TTC seule, avec tout son écosystème, hein, son thermostat, etc. Maintenant, on ne va pas pouvoir piloter jusqu'à sa facture avec vraiment le prix réel. Donc ça restera un peu plus approximatif et un peu théorique, on va dire. Le fait d'avoir le gaz, ça nous permet d'avoir la prestation de bout en bout. Et pardon, la première question, c'était... Oui. Sur Oui, sur la durabilité, oui, et sur la location. Et le business model. Alors, oui, on réfléchit aussi à des choses. Alors aujourd'hui, effectivement, on l'achète. Quand on l'achète avec du gaz, il est à 297 € en fait, ce pack, au lieu de 379. Et en fait, c'est 99 € à l'achat, et le reste est étalé gratuitement sur 36 mois. Donc on a essayé justement d'étaler la charge gratuitement pour baisser les freins à l'entrée et que ce soit pas trop cher. Donc il est la propriété du client. On réfléchit aussi à des sujets de location. On est en train de regarder si ça peut marcher. Voilà, donc, ça fait partie des réflexions actuelles. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ouais, allez-y. Oui, je voudrais savoir qui sont vraiment les grands de la maison connectée qui aurait l'offre la plus large. Parce que là, c'est assez spécialisé. Oui. Je sais pas, c'est Philips, c'est qui aujourd'hui? Alors, Il concrètement, y a beaucoup de fabricants. Oui, il y a beaucoup de fabricants. On a cité Deltador tout à l'heure, c'en est un. Vous avez Aguerre. Aguerre, voilà. Vous avez Somfy, parce qu'ils ont beaucoup développé, c'était des précurseurs sur beaucoup de systèmes. Après, il y a des moins connus et on va dire que ça, c'est les plus accessibles à tout le monde et libre service que vous pouvez acheter un peu partout et qui sont faciles de mise en œuvre si vous voulez un peu vous y mettre. Après, il y a des systèmes plus élevés, mais concrètement, là, c'est des budgets qui sont déjà très haut de gamme. Donc après, voilà, on peut tout faire, mais après, c'est une question de budget. Il n'y a pas de secret. D'autres questions? Sinon, la conférence arrive à sa fin. En tout cas, moi, je vous propose de prolonger la discussion avec Tiffaine et ses équipes, car vous avez un stand à l'entrée du salon, et avec Mathieu, qui a également un stand à la sortie donc de cette salle de conférence. Vous vouliez peut-être ajouter d'autres choses? Non?
Vous avez, en tout cas, merci beaucoup pour ces éclairages. J'espère que ça a été clair, en tout cas, que vous a apporté des informations, décrypter un peu ces enjeux, ces équipements. J'espère que vous en savez un petit peu plus. Merci de votre attention. Merci Tiffany, merci Mathieu. Merci à vous. Merci. Voici la station connectée Sony. Avec Sony, vous pouvez maîtriser votre éclairage,